Ce 53e numéro spécial de votre magazine, consacré au deuxième sommet des trois bassins de la planète, partira dans des couloirs de l'aéroport international Maya-Maya de Brazzaville, qui a été verdi et paré d'œuvres d'art reflétant le symbole de notre écosystème forestier et de biodiversité. À la présentation, je serai accompagnée du brigadier chef Ewundo Reina. Bonjour. Bonjour, mon lieutenant. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission. Le sommet des trois bassins forestiers tropicaux, sous le prisme de la sécurité civile, est donc le thème de la tribune que nous organisons pour vous téléspectateurs, avec différents invités qui seront reçus par Donald Ouramba. Il s'agira de présenter la vision de la sécurité civile sur le phénomène croissant et impactant dû au dérèglement climatique. Mais avant cela, nous vous proposons de suivre ce dossier d'Emar Bouka qui présente les trois bassins tropicaux de la planète. Suivons. « 97% des scientifiques travaillant sur le changement climatique estiment que la Terre se réchauffe en raison des activités humaines. Pour bien comprendre la responsabilité de l'homme dans ce phénomène, il faut d'abord s'intéresser à un mécanisme qui, lui, est parfaitement naturel, l'effet de serre. Lorsque la Terre est éclairée par le Soleil, sa surface renvoie vers l'espace une partie du rayonnement qu'elle a reçu. Sauf que les gaz à effet de serre comme le dioxyde de carbone, le méthane, retiennent une partie de ce rayonnement infrarouge émis par la Terre et la lui renvoient, ce qui contribue à la réchauffer. Or, c'est justement ce mécanisme que l'homme a déréglé. Combustion du pétrole et du gaz, déforestation, agriculture intensive, etc. Depuis la révolution industrielle, les activités humaines émettent des grandes quantités de gaz à effet de serre, principalement du dioxyde de carbone et du méthane. Ces gaz s'accumulent dans l'atmosphère et atteignent désormais des niveaux records. L'effet de serre s'intensifie par surplus d'énergie introduit aujourd'hui par l'homme et les conséquences sont dramatiques. Montée des températures dont la moyenne a déjà augmenté de 0,8 degrés Celsius, élévation des océans à travers la chute des glaciers, augmentation des précipitations qui entraînent des sérieux problèmes d'inondation et d'assainissement des villes. Par contre, l'acidification des océans est l'un des phénomènes les plus méconnus et les plus inquiétants du changement climatique en cours. Le CO2 excédentaire se dissout en effet dans les eaux de surface et les rend plus acides. La rapidité de ce phénomène est inédite depuis 300 millions d'années et les scientifiques ignorent les effets qu'il aura d'ici à quelques décennies. Les coquillages et certains planctons, qui constituent le socle de la chaîne alimentaire, pourraient ne pas pouvoir s'y adapter. Leur disparition aurait un impact direct sur l'ensemble des espèces, l'homme y compris. Devant ce tableau sombre de la situation climatique agonisante de la Terre, des solutions existent, à condition que l'homme renforce la surveillance de la conservation et de la préservation des écosystèmes régulateurs du climat. Et c'est bien là que se joue le destin de la Terre à travers les trois grands bassins tropicaux mondiaux, à savoir le bassin de l'Amazonie, le bassin du Congo et le bassin du Bornéo-Mékong. Ces trois bassins sont constitués de vastes étendues de forêts, des mangroves, des tourbières, des rivières et des fleuves à fort débit, une biodiversité incomparable, des richesses en pétrole, en or, ainsi que des populations autochtones et des citadins qui puisent leur existence dans ces écosystèmes. Ces trois bassins connaissent plusieurs phénomènes néfastes, dont la déforestation qui réduit les volumes de carbone que les forêts peuvent stocker, les risques d'incendie qui libèrent des quantités de carbone dans l'atmosphère, le braconnage des espèces communicants comme l'éléphant planteur, qui contribue à travers ses bouses déposées ici et là à la multiplication des végétaux en forêt, les intempéries les plus violentes qui inondent les villes et villages, les ensablements et éboulements qui endeuillent de nombreuses populations. C'est à ce titre que la République du Congo, au travers du leadership du président Denis Sassou Nguesso,
a abrité du 26 au 28 décembre 2023 la deuxième édition du sommet des 3 bassins forestiers tropicaux du monde afin de préparer une réponse forte et adaptée face à l'urgence environnementale et climatique. Le défi climatique figure aujourd'hui parmi les menaces les plus inquiétantes pour la planète Terre. La montée du niveau des mers, la désertification, les épisodes caniculaires, les inondations et les glissements de terrain nous interpellent tous, y compris les climato-sceptiques. Le sommet a réussi à constituer, à travers l'union des 3 bassins, une alliance mondiale des écosystèmes de biodiversité et des forêts tropicaux. Cette coalition est dotée d'une gouvernance strictement sud-sud, structurant les 3 écosystèmes mondiaux qui combinent 80% de la biodiversité mondiale et assurent le rôle vital de régulateur mondial de l'équilibre carbone et de la vie sur Terre. Les 3 bassins devaient capter 80% de la mobilisation financière existante et future annoncée lors de la COP27 pour le climat et de la COP15 pour la biodiversité. La préservation, la conservation, la restauration des écosystèmes des 3 bassins est l'une des tâches primordiales qui devra se faire sur la décennie 2021-2030 avec la participation de tous les acteurs pour que notre climat redevienne plus accueillant, plus vivable. Reste à l'avenir de nous éclaircir. Comme annoncé dans le sommaire de cette émission, mesdames et messieurs, nous allons passer l'antenne au brigadier chef Donald Oromba, qui se trouve présentement au commandement de la sécurité civile pour l'animation de la tribune. Merci mon lieutenant, merci brigadier chef Eundu. Le défi climatique figure aujourd'hui parmi les menaces les plus inquiétantes pour la planète Terre. Le sommet des 3 bassins sous le prisme de la sécurité civile, c'est ce thème que nous allons développer sur ce plateau avec mes invités. Monsieur, bonjour. Bonjour. Nous avons le lieutenant-colonel Alphonse Bonazebi, puis il est commandant de la défense civile près le commandement de la sécurité civile. Il est aussi commandant territorial de la sécurité civile de Brazzaville par intérim. Ensuite, nous avons le commandant Mengue. Le commandant Mengue est le directeur de l'administration et du personnel au commandement de la sécurité civile. Nous poursuivons avec le commandant Ngomba Gislin. Le commandant Ngomba Gislin, c'est le directeur de la formation près le commandement de la sécurité civile. Enfin, nous avons le colonel de police à la retraite, Jean-Bernard Boyangas. Le colonel de police à la retraite, Jean-Bernard Boyangas, est le conseiller administratif et juridique du commandant de la sécurité civile. Mesdames et messieurs, avec eux, nous allons donc échanger sur la problématique du climat, notamment sur le dérèglement climatique. À tout de suite. Nous avons tous suivi le commentaire d'Emar Bouka sur les 3 bassins tropicaux. Mon commandant, quel est donc votre commentaire? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Primo, il faut d'abord commencer à comprendre que le dérèglement climatique est un sujet très capital, très épineux qui préoccupe beaucoup de gouvernements, beaucoup de pays. Déjà, il faut comprendre que ce dérèglement est issu des gaz à effet de serre. Ces gaz-là, d'abord, il faut qu'on comprenne, sont déjà dans la nature. Mais avec l'émission d'autres gaz à effet de serre artificiellement que les hommes utilisent, par exemple l'industrie, on va parler de l'élevage, je dirais même les constructions, l'urbanisation, les automobilistes, etc. Ça accroît beaucoup de gaz qui montent au niveau de la couche de l'atmosphère et crée comme une sorte de manteau qui empêche en ce moment-là les rayons infrarouges émis par la Terre vers les rayonnements, c'est ce qui élève la température. Et cela a pour conséquence tout ce que nous avions pu entendre de M. Boubouka. Voilà, donc si nous pouvons regarder du point de vue sécurité civile, le dérèglement climatique
impacte l'action de la sécurité civile. Vraiment. Et nous, sur ce plateau, avec les autres, on va bien développer, on regarderait comment est-ce qu'on peut aborder certaines questions mutuellement sur comment est-ce que la sécurité civile entrevoit répondre à cette question suivant un axe développé vers les dimensions de la sécurité civile. Et souvent, brillamment, tel qu'est développé par le directeur de la formation, dirait que la Terre, nous qui vivons sur la Terre, nous vivons selon un équilibre qui est préétabli entre la faune et la flore. Et cet équilibre est fait de telle sorte que quand il y a trop de chaleur, ça détruit la flore et la faune prend un coup, et que quand il y a trop d'eau et la faune ou la flore est détruite, cet déséquilibre-là devient un dérèglement climatique. En ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut se faire? Nous qui avons la mission de la sécurisation des personnes, des biens et de l'environnement nous préoccupe. En ce moment, nous devons chercher des moyens pour que nous puissions donner la réponse qui équivaut à la menace. D'où la sécurité civile se préoccupe au quotidien que par rapport au dérèglement climatique, comment nous devons faire, nous préparer, afin que nous puissions donner la réponse qui équivaut à la menace qui est devant nous. Est-ce que vous avez un mot à dire? Naturellement, au regard de ce qui venait d'être dit par le directeur de la formation et le conseil administratif et juridique, il est à relever que l'activité de la sécurité civile se repose principalement sur les données de l'atmosphère. Et parlant de l'atmosphère, donc je veux bien identifier sa première couche, qui est la troposphère, où le maximum des activités humaines sont réalisées à ce niveau. Et aujourd'hui, nous sommes en train de déplorer que au niveau de la Terre, il y a un grand réchauffement qui soit de nature à pouvoir occasionner le dérèglement climatique comme nous venons de l'évoquer. Et ce dérèglement a suffisamment d'impact sur les activités de l'homme sur Terre et là où nous sommes appelés à intervenir au quotidien, naturellement. Parce que dans notre mission globale, nous avons la mission de veiller à la protection des personnes, des biens et de l'environnement. Or, les impacts sont vite ressentis à ce niveau. Et donc, les risques existants ont été renforcés en intensité au niveau donc de la Terre. Et dans ces conditions-là, la sécurité civile a une si grande préoccupation à pouvoir manifester pour apporter les réponses qui sont d'urgence devant l'impact généré par ces dérèglements climatiques. Il a été ressorti plusieurs fois que l'humanité entière focalise ses efforts dans la préservation de l'écosystème, de la biodiversité, qui crée l'équilibre au niveau donc, de la vie humaine. Et c'est pourquoi il n'est pas rare de constater que toutes ces énergies au niveau du monde qui se bousculent sont des natures à pouvoir conserver, n'est-ce pas, cet équilibre qui est créé au niveau de ces zones de biodiversité. Donc, le bassin de l'Amazonie, du bassin du Congo et puis Bornéo-Mekong, qui sont donc devenus des équilibres. Et ces équilibres, comme je viens de dire, étant bousculés, et étant donné que l'action de la sécurité civile est de veiller à la préservation également de ces équilibres, du coup, vous comprendrez avec nous que c'est un sujet aussi important et capital au niveau donc du commandement de la sécurité civile, qui se voit être dans l'obligation de multiplier les initiatives qui sont de nature à accompagner la vision du président de la République afin que véritablement l'équilibre tant souhaité sur le plan mondial puisse trouver son sens avec les missions de la sécurité civile. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Au Congo-Brazzaville, on n'avait pas beaucoup d'inondations. Mais aujourd'hui, dans toutes les villes du Congo, nous recensons des phénomènes d'inondation. On n'avait pas de phénomènes de canicule, mais on supportait la chaleur parce que nous sommes africains, on a grandi ici. Mais présentement, nous avons des canicules et nous avons du mal
à appréhender cette chaleur-là. Surtout que nous avons des personnes âgées qu'il faut prendre en charge. Et il faut le dire, la sécurité civile, vue dans le dispositif humain, le dispositif moyen, il y a beaucoup à dire. Parce que beaucoup de moyens ne répondent pas. Et du point de vue humain, il faut que nous maillons tout le territoire parce que ça devient plus qu'une nécessité, puisque les phénomènes de dérèglement climatique sont présents dans tous les départements du Congo. Nous avons eu donc des entretiens avec M. Joseph Mumbilu, qui est donc le directeur général de l'économie forestière. Nous allons le suivre et puis nous revenons dans un instant. Un écosystème forestier, c'est la combinaison du milieu qu'on appelle écotope et les organismes qui y vivent, qu'on appelle biocénose. Et donc, il y a une interaction entre les êtres vivants et le milieu. C'est ça qu'on appelle l'écosystème forestier. L'écosystème forestier qui est constitué, n'est-ce pas, des plantes, qui est constitué des animaux, qui est constitué de la microflore et de la microfaune. Et le dérèglement climatique a un impact sur la vie de cette biodiversité parce que la biodiversité, n'est-ce pas, fait partie de l'écosystème forestier. Des êtres qui y vivent, des arbres et des animaux. Et le dérèglement climatique peut causer des hausses de température de 0 à 1, 2 jusqu'à 5 degrés. Et ces hausses de température ont un impact sur la croissance et la santé des arbres. Le dérèglement climatique, la hausse des températures, n'est-ce pas, cause des sécheresses. Le dérèglement climatique, n'est-ce pas, réduit le taux d'humidité atmosphérique. Et donc, on peut arriver qu'il y ait moins d'humidité dans l'atmosphère. Et ça dérègle effectivement aussi le régime pluviométrique. Et donc, les périodes des pluies peuvent varier et cela peut impacter sur la reproduction des arbres. Et le dérèglement climatique, effectivement, a un impact sur nos écosystèmes forestiers qui jouent un rôle très important dans la régulation de l'atmosphère. Parce que ces écosystèmes constituent, n'est-ce pas, des poumons d'oxygène nécessaires à la vie des êtres vivants, à la vie des plantes. Voilà pourquoi, lorsqu'il y a le dérèglement climatique, on constate la recrudescence des incendies, la sécheresse des arbres, la mortalité des arbres, le système de reproduction des plantes change. Et cela fait que les écosystèmes forestiers puissent souffrir d'un manque de régime hydrique. Les changements climatiques affectent la croissance et l'état sanitaire des arbres forestiers. La hausse des températures annuelles et l'allongement des périodes de sécheresse estivale peuvent mener à une hausse locale de la mortalité des essences les moins robustes au stress hydrique. Et je crois que c'est une interpellation pour nous tous. Avant, on ne parlait pas des feux de forêt, mais aujourd'hui, on parle des feux des forêts parce que il y a hausse des températures, il y a la sécheresse, il y a des incendies. Et dans le domaine de la sécurité civile, il reviendra, n'est-ce pas, de recadrer les stratégies, de revoir les stratégies de lutte contre les incendies. Vous venez de suivre le directeur général de l'économie forestière, M. Joseph Mumbilu, que nous avons eu comme entretien. Il est revenu largement sur l'impact du dérèglement climatique sur l'écosystème forestier. Il a même dit que la sécurité civile devrait recadrer son action afin d'intervenir sur les impacts du dérèglement climatique
dans la forêt. À ce propos, commandant Mengue. Merci bien. Il l'a dit, la hausse des températures et la diminution du taux d'humidité de nos forêts, il faut le dire, présage déjà l'accroissement des phénomènes d'incendie dans nos forêts, dans nos savanes et dans nos brousses. La sécurité civile, lorsqu'elle intervenait pour ce phénomène d'incendie, il s'agissait beaucoup plus des savanes et de la brousse. Mais présentement, avec la diminution du taux d'humidité des forêts, il faudrait que nous nous préparions à aller vers la lutte contre les incendies des forêts. Il faudrait que nous préparions notre personnel à aller vers cela. Parce qu'il est très très difficile, si nous n'avons pas un personnel formé, que nous puissions interagir dans ce sens-là. Tenez par exemple, vous êtes dans la Likwala. La Likwala, elle est vaste. Il y a un grand phénomène d'incendie parce qu'il y a diminution du taux d'humidité. Comment on va interagir? Nous agissons sur la base des véhicules d'incendie. Et là, nous avons une grande forêt qui peut brûler demain. Voilà pourquoi le directeur général a dit que nous devons réorienter notre action. Et la réorientation passe par la formation. Concrètement, monsieur le conseiller, allez-vous poster vos véhicules dans chaque forêt? Comment vous comptez-vous vous en prendre sur... Oui, en fait, la solution vient sûrement de beaucoup d'aspects de problèmes à gérer. Donc, il faut déjà commencer par l'aspect qui commencera par regarder des mesures prévisionnelles. Des hommes, il faut en avoir recruté pour que, comme l'a dit le directeur du personnel, l'administration du personnel, il faut à ce niveau-là aujourd'hui, que nous ayons des hommes. D'abord, des hommes pour que nous puissions faire le maillage territorial. Et des hommes en qualité et en quantité. Après, il faut les former. Des formations adaptées aux risques. Pour que, en ce moment-là, nous puissions regarder comment faut-il les équiper. Équiper tout le territoire national en moyens de lutte. Naturellement, comme le risque comme de feux de forêt et autres risques qui peuvent générer le dérèglement climatique. Et en ce moment-là, dès qu'on aura ce triptyque homme, formation et matériel, en ce moment-là, nous mènerons la politique pour que, en ce moment-là, nous puissions comment faut-il donner la réponse à ce phénomène qui, aujourd'hui, perturbe le quotidien du Congolais. Commandant Ngomba, la sécurité civile a pour mission de sauvegarder les personnes, les biens et l'environnement. Le président de la République et chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, se bat pour la protection de la nature. Vous, en tant que, si nous voyons le sommet de 3 bassins sous le prisme de la sécurité civile, que pouvez-vous apporter comme réaction dans cette organisation? Merci beaucoup, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. En fait, il a marqué l'action sur beaucoup de faits, notamment sur le dérèglement climatique, l'impact, et conséquences. Il y a même eu une approche de solution dans son allocution lors de l'ouverture du sommet sur les 3 bassins forestiers tropicaux. Ce que nous allons faire au niveau de la sécurité civile, comme on parle de la sauvegarde, c'est en amont commencer déjà à vulgariser certaines informations, parce que ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde, à tous les échelons, que ce soit tant individuellement que collectivement. Donc, nous avons déjà, en ce moment-là, commencé à fixer des points sur l'importance de la forêt. Il fallait déjà commencer à éviter d'abattre les arbres n'importe comment. Il faut contrôler la déforestation. Il faudrait que ce soit contrôlé. Regardons à un certain moment comment est-ce que on peut utiliser au niveau des ménages. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est difficile d'abandonner les énergies fossiles et d'aller vers les énergies renouvelables. Mais petit à petit, il faudrait qu'on y entre. Puisque, ouais,
toutes ces activités humaines, comme je l'ai dit dans mon allocution avant, j'ai dit que ça dégage des gaz à effet de serre, notamment le dioxyde de carbone, le méthane. Si on ne prend pas conscience de ces choses, si on ne vulgarise pas, d'accord, au niveau de la population, si on ne pousse pas les idées du chef de l'État, si on ne va pas vers des solutions probantes qui vont nous emmener à éviter l'échauffement climatique, à protéger nos forêts. Déjà, les forêts, c'est quoi? Ce sont des poumons. C'est une sorte de poumon de la planète. Avec des arbres qui photosynthétisent avec l'énergie solaire, nous permet de nous donner beaucoup d'oxygène. Et cet oxygène permet à l'homme, en ce moment-là, de faire quoi? De vivre. Donc, la quantité importante de dioxyde de carbone est récupérée par les arbres. Avec l'énergie, ça nous donne l'oxygène. Maintenant, si nous allons jusqu'à détruire nos propres forêts, voyez-vous, en ce moment-là, c'est donc l'action de la sécurité civile en ce moment-là, c'est de la vulgarisation, de l'information, de la sensibilisation, faire en sorte que les populations prennent conscience que les forêts, c'est une richesse écologique, un patrimoine à protéger. Les forêts, c'est une richesse écologique, un patrimoine à protéger. Colonel Bonazebi, dans vos fonctions de commandant de la défense civile, en même temps commandant territorial de la sécurité civile, il y a urgence. Oui, merci beaucoup. Bel et bien urgence. Le commandement de la défense civile est le poumon de la sécurité civile parce que c'est à ce niveau où toutes les grandes politiques qui sont de nature à suivre l'évolution des phénomènes se développent, toutes les théories se développent à ce niveau-là. Et donc, je tiens déjà à vous remercier et à remercier également l'intervenant du service des eaux et forêts pour avoir posé une problématique aussi intéressante pour la sécurité civile. Aujourd'hui, on ne va pas s'enfermer sur le dérèglement et ce que le dérèglement, sa façon de se réaliser ou non. Aujourd'hui, la question est comment faire devant ce défi qui nous a été imposé naturellement par le développement industriel, il faut le dire. Parce que depuis fort longtemps, le gaz carbonique, le CO2 est toujours présent dans la nature. Les méthanes, parce que c'est deux gaz qui sont à l'origine de ces phénomènes importants. Et ces deux gaz sont toujours présents dans la nature. Mais du fait qu'il y a une accélération intense des activités économiques liées à la forte industrialisation, il y a donc influence et impact dans la nature. Vous savez, je ne vais pas rappeler beaucoup de détails à ce sujet. L'atmosphère, pour fonctionner, notamment la troposphère, pour fonctionner, a besoin d'un certain nombre de mécanismes qui doivent être cohérents et équilibrés. Après la couche de la troposphère, il y a une autre couche, qu'on appelle la stratosphère. La stratosphère, c'est la couche où se trouve une quantité importante de l'ozone. Et lorsque il y a, avant, dans le temps jadis, avant même qu'il y ait ce phénomène décrié au niveau de l'industrialisation accélérée, on recevait les rayons solaires. Ces rayons solaires étaient captés au niveau de l'ozone pour un filtrage. Et le filtrage faisait que le rayon reçu au niveau de la Terre ne puisse pas constituer une nuisance pour les populations. Et avec l'accélération du phénomène, il y a une augmentation du CO2 et le méthane dans les industries. Naturellement, ça vient contribuer à la remontée des gaz au niveau de la couche de l'ozone. Ce qui fait qu'il y ait une diminution de cette couche et qui fait traverser actuellement des rayons qui soient nocifs et qui soient de nature à être traduits sous forme de canicules et être traduits sur l'élévation de la température ou encore sur une augmentation de la température pour parler d'un terme assez consacré à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, la sécurité civile? Mais les actions à mener sont bien claires. La première action, c'est que la sécurité civile doit se faire doter d'expertise qui soit de nature à évaluer les risques, qui soient tous les risques liés par ces dérèglements-là. Notamment au niveau de la forêt, nous évaluons les risques. Nous mettons en place les indicateurs de suivi. Les indicateurs de suivi de ces risques jusqu'à analyser les degrés d'impact que cela va produire au niveau, bien entendu, des activités humaines. Et ça, c'est le travail de la sécurité civile. Et ça, c'est le travail de la défense civile. Et donc, ce travail mené
devrait conclure à des propositions logiques envers les gouvernants, afin que les gouvernants puissent penser à la réponse adaptée à cette situation-là. Parce que la situation a changé, ce n'est plus la même. Donc la réponse qui soit adaptée devrait être liée, bien entendu, à l'évolution scientifique de la réponse. On va quitter la démarche traditionnelle que nous avons pour que nous puissions aller vers une démarche qui serait plus scientifique dans la réponse. Dernièrement, nous avons eu une journée de 1er mars où nous avons pensé accompagner l'activité de la sécurité civile par les logiciels techniques et scientifiques qui soient de nature à préparer la réponse de la sécurité civile. Voilà là où nous devons partir. Voilà la vision qu'on devrait partager. Et donc, à ce niveau-là, on devrait donc avoir la possibilité d'articuler notre réponse ensemble sur des données scientifiques. Je vous prends un exemple très simple. Aujourd'hui, pour que le Congo puisse analyser le phénomène des inondations, ils sont basés sur les signes naturels dans la zone Makoti-Poko, la zone Mombenzele, la zone même Congo-Malembe que nous avons scruté dernièrement dans l'évaluation des risques. Dans ces zones-là, on se fie sur le crapaud. Le crapaud, quand il résonne, ça veut dire que les populations devraient évacuer. OK? Or, le mécanisme hydrologique a changé sur le mouvement d'eau. On ne peut plus se fier sur les méthodes traditionnelles. Donc, la sécurité civile doit tourner son regard vers les données scientifiques pour lui préparer une réponse efficace. Ensuite, la sécurité civile devrait travailler avec des partenaires extérieurs qui soient des expertises essentielles pour appuyer l'action de la sécurité civile. Par exemple, la météorologie. Voyez-vous? Par exemple, les services de la SECNA globalement, afin que nous ayons une analyse, une approche d'analyse qui devrait être synchronisée avec la démarche de la sécurité civile. Voilà là où la sécurité civile apparaît. Ensuite, la sécurité civile, sans pourtant que je ne perde l'idée sur cet élément important, concernant la préservation des forêts, a entrepris une initiative très louable en ayant une démarche de formation qui sont des niveaux de préparation essentiels pour les populations. Nous sommes en train de travailler avec les éco-gardes du Bomassa et qui sont gérés par les WCS, qui ont une grande entité dans la préservation de l'environnement. Et donc, à ce niveau-là, le directeur de la formation a mis en place un programme par anticipation qui devait donc préparer ces organismes-là à pouvoir veiller sur la dégradation de la forêt. OK? Donc, les notions essentielles sont données sur comment éviter les incendies dans les forêts. Les notions essentielles sont données sur comment mener forcément les cultures au milieu forestier, qui devrait donc se faire autrement que cela. Les informations ont été données sur comment assurer la protection de l'environnement globalement. Donc, le directeur de la formation a déjà amorcé une démarche assez importante. Donc, pour ne pas se prendre assez de temps sur cet élément aussi capital et partager la vision avec l'expert de l'environnement, de eaux et forêts, que nous avons, en tant que sécurité civile, l'obligation de veiller sur toutes les mesures préventives. Voilà, toutes les mesures préventives visant naturellement à évaluer les risques, à suivre les risques, à avoir les indicateurs qui sont logiques, tant sur le plan traditionnel que le plan scientifique, et aller vers, naturellement, l'évaluation de l'impact et les dangers que cela peut produire. Ensuite, on doit veiller sur la préparation. La préparation, aujourd'hui, vous savez, nous avons des étendues aussi importantes, comme pour le dire. Dans ces étendues-là, il faut des moyens efficaces pour veiller à la préservation ou à la réponse. Vous imaginez, au XXIe siècle, la sécurité civile n'a même pas un Canadair. N'a même pas un Canadair dans une zone où il est demandé à protéger les forêts. On ne peut pas le faire avec les véhicules d'incendie. On ne peut pas le faire. On le fait avec les moyens scientifiques qui sont adaptés. Donc, les Canadaires, par exemple, ou encore tous les moyens qui sont de nature à accompagner notre réponse. Il faut des formations de qualité dans le domaine de la préservation de l'environnement. Il faut des formations de qualité dans la lutte contre l'incendie pour renforcer les capacités. Eh bien, partageant cette vision, la sécurité civile peut s'inscrire dans la démarche mondiale de la préservation des forêts actuellement. Et pourquoi ne pas parler de la préservation des populations, des biens et de leur environnement. Le changement climatique perturbe également le cycle de l'eau et la fréquence accrue des catastrophes naturelles. À ce propos, nous nous sommes rapprochés du docteur Jean-Bienvenu Nzinga. Lui, il est chef de service hydrologie près le ministère de la Recherche scientifique.
suivant l'entretien que nous avons eu avec lui. Quels sont les impacts que nous observons actuellement des changements climatiques sur cette ressource en eau que nous avons au niveau national? Alors, nous mesurons et on a un constat que nous faisons. Globalement, les quantités de débit, quand on prend les 50 dernières années, la tendance est à la baisse. La tendance à la baisse, ça veut dire que le plan d'eau est en train de diminuer, les quantités d'eau diminuent. Donc, c'est un problème que nous avons pour le moment, mais qui n'est pas encore tout ressenti parce que nous sommes en zone appelée zone à pléthore d'eau. Le Congo, c'est une zone à pléthore d'eau parce que nous avons beaucoup de cours d'eau. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les données que nous avons actuellement, notamment de vue charge solide, les tendances sont claires qu'il y a un charriage qui se fait. Vous voyez au niveau du fleuve Congo, par exemple, vous regardez, il y a un problème d'obstruction des chéneaux. C'est-à-dire que la navigation devient difficile. Le nombre d'années qu'on avait, le nombre de jours de navigation par jour était très élevé avant, et maintenant là, ça ne fait que diminuer. Et donc, les services, par exemple, des voies navigables, qui sont chargés chaque fois de draguer les cours d'eau pour permettre qu'il y ait passage des bateaux. Et vous voyez que quand en saison sèche, on avait quand même, à un moment donné, en saison sèche, il y avait quand même un peu d'eau au niveau du Bic de Brazzaville. Vous voyez que depuis les 10 dernières années, les bateaux, on est obligé de changer de quai, aller accoster l'autre côté, parce qu'il y a un problème de banc de sable qui se forme de façon visible et que vous voyez les gens, des fois, jouer au ballon là-dessus. Donc ça, c'est déjà du point de vue changement, c'est un impact déjà qui va aussi avoir des conséquences du point de vue halieutique, notamment les ressources halieutiques, les poissons et autres. Il y a aussi une diminution de la réserve à ce niveau-là. Parce que si le vecteur lui-même il diminue, si le vecteur a un problème, c'est normal que vous ayez à ce niveau-là. Alors, au niveau, par exemple, du cours d'eau, nous avons l'habitude de faire des prévisions. Des prévisions par rapport, par exemple, à la qualité de la pêche d'année suivante. Si cette année, par exemple, nous voyons que le niveau d'eau n'a pas atteint le taux, la valeur minimale que nous connaissons, une hauteur minimale, cette hauteur n'est pas atteinte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les poissons étaient dans les petits cours d'eau, enfouis, et puisque l'eau n'a pas atteint le niveau donné, ça veut dire que ces poissons ne vont pas rentrer dans le grand cours d'eau. Ils vont rester dans les petits cours d'eau et au finish, quand il y a cette sécheresse, ces petits eaux-là vont baisser et vont sécher, ces poissons-là vont mourir. Or, s'il y avait un niveau atteint, ces poissons qui en sont partis se multiplier dans les petits cours d'eau, pendant que les eaux remontent, ces poissons vont remonter vers le grand cours d'eau. Donc ça, c'est du point de vue impact sur cette ressource halieutique que nous avons constaté de façon très efficace. On a encore le changement que nous voyons, c'est au niveau des inondations. Vous voyez la ville de Brazzaville, vous voyez qu'on n'avait pas ce même phénomène. Mais c'est pas à 100% que ce soit un phénomène lié à une cause naturelle ou encore changement climatique. Mais il y a deux aspects. Il y a une partie qui est liée à l'aspect anthropique, c'est-à-dire l'occupation anarchique de la ville. Vous voyez que les gens construisent maintenant sur les lits des cours d'eau. Alors, quand on dit les cours, ça veut dire quoi? Que l'onde, la vague ou encore la quantité d'eau qui devait remonter va être bloquée. Et au fur et à mesure, il y aura un problème d'inondation. Le plan d'eau va augmenter en amont et on aura les quartiers qui étaient avant normal. Ces quartiers-là vont devenir des quartiers à problème. Et donc, on voit, par exemple, Point Noir, vous avez vu aussi, Point Noir, ça fait quelques jours, vous voyez que la ville est complètement inondée. Pourquoi? Mais ça, c'est un problème d'occupation. Ce n'est pas que ça, mais il y a aussi la donnée du point de vue réel. C'est-à-dire que le niveau d'eau est en train de diminuer à cause de soit la baisse de pluviométrie au niveau de la zone. Donc, on n'atteint plus les volumes d'eau qu'on avait avant. Ça, c'est déjà un problème naturel. Donc, ça peut poser problème. Maintenant, l'autre aspect encore, c'est au niveau du sécurisme. Vous voyez que quand il y a une inondation, qu'est-ce qui se passe? Il faudrait que nos amis de sécurité civile puissent avoir l'information que nous devons mettre à leur disposition pour connaître que à tel niveau d'eau, il faut donner l'alerte pour sauver les populations. À nous d'attendre que les populations soient déjà inondées pour venir intervenir. Donc, notre travail à nous, c'est mettre en place ce qu'on appelle les stations hydrométriques qui vont prévoir ce qu'on appelle des alertes précoces. Donc, les précoces vont aider pour que nos amis qui interviennent dans ce domaine puissent sauver les vies. N'attendons pas que ça soit inondé. À partir de nos données aussi, nous pouvons élaborer ce qu'on appelle les cartes des zones inondables, cartes des zones non inondables. Pour que, si demain on veut sauver les vies dans une zone inondée, cette carte-là va permettre de dire,
on peut mettre les tentes à tel niveau. Par exemple, nos amis de l'OMS ont besoin de ça. Pour sauver les vies, on ne va pas les mettre là où ça va encore être inondé. Il faut que nous puissions produire cette information-là. Nous donnons le plan d'eau, nous donnons l'occupation de l'eau dans la zone donnée, par bassin. C'est notre travail. Et ça permet de donner une information utile. Messieurs, nous venons de suivre donc les propos du docteur Jean Bienvenu Ndinga. Que vous inspirent ces propos, son point de vue? Bien, merci beaucoup. Il faut rappeler que dans les impacts qui sont générés par le changement climatique, on relève une grande et forte influence de ces impacts au niveau de l'eau. Et donc, parmi les conséquences que nous relevons, il y a donc une augmentation du phénomène inquiétant des inondations à travers le pays. Vous savez que lorsque nous prélevons les données anciennes avant 2019, nous pouvons constater que dans le corridor fluvial partant des plateaux, la Cuvette et la Likwala, ne fût-ce que ces départements, les phénomènes des inondations n'étaient pas aussi cycliques ou encore d'une façon répétée comme cela est constaté cette année. Ou encore les années qui ont précédé 2023, partant de 2019. C'est même là l'échelle où on a pu relever les données des inondations avec impact conséquent. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des conséquences très remarquables et qui sont de nature à impacter les vies humaines et même matérielles voire. Et cela, c'est des phénomènes qui sont suivis par l'IRSEN, évidemment, de M. Jean Bienvenu Ndinga, lesquels sont devenus des leaders dans le domaine. Parce qu'il y en a deux dans le pays, il y a le PAM, le Programme alimentaire mondial, et puis l'IRSEN qui dispose les outils essentiels sur le comportement d'eau et sur l'impact que cela peut entraîner. Et les analyses que nous avons eu à réaliser depuis 2019 jusqu'à nos jours, il y a une si grande augmentation d'impact liés aux inondations. Tenez, en 2019, les premières évaluations que nous avons réalisées dans les 4 départements, notamment la Likwala, la Songa et le plateau, plutôt la Cuvette et le plateau, ont pu nous produire un chiffre de 164 679 personnes qui étaient impactées par les inondations. Ce chiffre n'a rien à voir avec les données prélevées en 2010-2012 et qui soient même les triples de ce qui est constaté sur le terrain. Et dans ces conditions-là, vous comprendrez avec moi que la préoccupation est majeure pour le gouvernement et que nous sommes en train largement de nous préoccuper pour que véritablement ce phénomène soit circonscrit au point de réduire les impacts des inondations. Et lorsqu'on a fait la deuxième évaluation en 2022, en septembre 2022, nous sommes arrivés à 170 000 personnes touchées par les inondations. Là encore, sans pourtant voir la vulnérabilité créée au niveau des ménages et dans tous les secteurs déjà de la vie sociale, l'éducation, l'agriculture, la pêche et tout ce qui va de soi dans l'activité du corridor. Et donc, ces phénomènes ne viennent pas de nulle part, comme on peut, si l'expression veut passer, que du dérèglement climatique. Qui fait quoi? Qui a augmenté la température. Et cette température a entraîné une fréquence importante des pluies diluviennes et qui sont de nature à pouvoir créer l'augmentation ou les crues au niveau des rivières et des fleuves. Et c'est ce phénomène que nous sommes en train de vivre actuellement. Donc, vous comprendrez avec moi que parmi les phénomènes qui soient plus importants, qui soient de nature aussi à préoccuper le gouvernement actuellement, il y a donc ce phénomène d'inondation. Le gouvernement, chaque année, est appelé à pouvoir mettre en place un dispositif de réponse humanitaire pour assister les populations souvent sinistrées dans la partie septentrionale. Voyez-vous? Donc, l'accélération de ce phénomène-là est une vraie question, tant pour la sécurité civile que pour le gouvernement d'une manière globale. Et à ce moment-là, on se permettrait de dire, à ce niveau, la sécurité civile devrait se faire doter également des moyens essentiels pour que la réponse soit adaptée à la montée de ce phénomène. Pour terminer, je
je me permettrai certainement de vous le dire, que jusqu'à ce niveau, le gouvernement congolais ne donne la réponse que sur l'action humanitaire. Or, il se trouve qu'avant l'action humanitaire, il y a une réponse d'urgence des secours qu'il faut apporter par la sécurité civile. Aujourd'hui, la sécurité civile, au niveau de la défense civile qui organise cette réponse, n'ayant pas de magasins qui soient de nature à pouvoir coordonner cette réponse-là, n'ayant pas une gouvernance réelle de ce risque qui soit définie, la sécurité civile se trouve dans une difficulté où elle est associée, il est appelé d'être associé uniquement avec l'action humanitaire pour accompagner l'action humanitaire. Ce qui n'est pas de notre responsabilité réelle ou première. Notre responsabilité primaire consiste à préparer des équipes à la déclaration des inondations. Nous avons déclaré des inondations à 30 000 personnes jusqu'à ce jour, à travers les documents existants. Donc, 30 000 personnes devraient être assistées par la sécurité civile à la déclaration des inondations dans les corridors. Ce qui ne se fait pas parce que la sécurité civile n'a pas une gouvernance définie à cela, qui devait être définie au niveau gouvernemental. La sécurité civile n'a pas les moyens adaptés à la réponse d'urgence actuellement dans le corridor. Ça nous plonge dans une réflexion permanente pour laquelle nous continuons à lancer un cri d'alarme pour que véritablement, dans les prévisions qui soient faites pour la protection des populations, que cela soit vu. Et encore, monsieur le journaliste, il ne prendrait pas assez du temps, je l'ai déjà pris aussi. Le problème, c'est que pour cette réponse, le gouvernement, quand même, il faut souligner, a mis en place deux outils de réponse aux inondations. Il y a la réponse multi-risque des inondations et même d'autres risques. Il y a également le plan sectoriel des inondations que nous avons travaillé ensemble avec la Croix-Rouge française qui a amené son expertise dans la partie septentrionale. Commandant Mengue, quelque chose à ajouter sur ce phénomène croissant et impactant qui est donc les inondations, les glissements de terrain, éboulements et autres. Comme vous l'avez évoqué, on va dire que le président de la République, qui est aussi président de la commission climat du bassin du Congo, a interpellé tout le monde. Lorsqu'il a cité tous ces phénomènes, l'inondation, le glissement de terrain, l'ensablement, dans son discours, il a interpellé tout le monde. C'est pour dire que cette affaire est une affaire de tout le monde. Et la difficulté que le commandant de la défense civile a évoquée est claire. Parce que nous avons d'un côté des inondations, mais puisqu'il s'agit de l'eau, ça veut dire que nous avons les érosions hydriques. Lorsque nous regardons les quartiers périphériques de Brazzaville, nous avons beaucoup d'érosion hydrique. Et c'est le commandement de la défense civile, à travers les antennes qu'il a au niveau départemental, c'est eux qui sont chargés d'évaluer ces risques-là. C'est pour dire que ça a été un cri d'alarme qui doit être pris en compte. Parce que nous ne pouvons pas évoluer avec des bras coupés. Nous avons des missions qui nous ont été définies. Nous avons des structures qui ont été assignées à ces missions. La nécessité est que nous soyons nantis de tout ce qu'il faut pour que nous exercions nos missions. Merci. Merci, commandant. Nous abordons donc la dernière thématique de notre plateau. Le dérèglement climatique, c'est aussi la hausse des températures mondiales, les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents, l'augmentation des précipitations qui entraînent des sérieux problèmes d'inondation et d'assainissement des villes. À ce titre, nous nous sommes donc rapprochés de la direction de la météorologie au niveau de l'Agence nationale de l'aviation civile, où nous avons eu un entretien avec M. Alain Loumamou. Lui, il est chef de service climatologie au niveau de l'Agence nationale de l'aviation civile. Suivons et on revient dans un instant. Vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas avancer tout seul dans le domaine du climat, même à travers les autres domaines.
Évidemment, il y a une relation entre les sapeurs-pompiers et les services climatologiques. Vous savez, les sapeurs-pompiers sont les premiers témoins du changement climatique. C'est-à-dire, ils sont les premiers à intervenir en cas de catastrophe naturelle. Quand il y a les inondations, quand il y a les tempêtes, voire même quand il y a les incendies des forêts. Donc, pour permettre à la protection civile, par le biais des sapeurs-pompiers, de bien mener leur travail, premièrement, c'est mettre en place un groupe de travail pluridisciplinaire, dont nous, les services météorologiques, climatiques, nous avons l'honneur de mettre à la disposition des sapeurs-pompiers les systèmes, c'est-à-dire les alertes précoces. Et ça se passe par un système d'alerte précoce dans les bulletins météorologiques, dans les bulletins climatiques. Aujourd'hui, nous parlons du dérèglement climatique, nous parlons du changement climatique. Et ces deux aléas se justifient aujourd'hui par les hausses des températures. De nos jours, nous constatons à travers le monde qu'il y a des journées où les températures sont au-dessus des normales. Et cette augmentation de température est due à l'émission des gaz à effet de serre. Alors, aujourd'hui, l'atmosphère se réchauffe et elle entraîne beaucoup de dégâts à travers le monde. L'augmentation continue de la température moyenne de la Terre entraîne à travers le monde les phénomènes que nous connaissons. Au niveau de l'Antarctique, nous enregistrons la fonte des glaces. Et quand il y a la fonte des glaces, il y a augmentation du niveau de la mer. Du coup, toutes les régions côtières et îles côtières subissent une disparition. C'est ça les effets, l'impact du changement climatique. Il y a également l'intensification du régime pluviométrique. On enregistre aujourd'hui des fortes pluies, des cyclones tropicaux à travers le monde qui envahissent le monde. Et sans oublier, bien sûr, la sécheresse. Voilà aujourd'hui, de façon résumée, les impacts ou les impacts liés au changement climatique. Et il ne faut pas oublier, nous avons parlé du contexte général, mais à l'échelle nationale, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui dans notre pays? Qu'il y a hausse des températures. Déjà l'année 2020 reste l'une des années la plus chaude au monde. Et nous ressentons bien sûr en République du Congo les effets du changement climatique qui se traduisent par un bouleversement de régime des précipitations où la date de semis n'est plus respectée. Donc, les effets du changement climatique sont perspectives à l'échelle du monde, en particulier dans notre pays. Mon commandant, nous venons de suivre le chef du bureau climatologie à l'ANAC. Qu'est-ce qui vous inspire par rapport à ce Déjà, quand vous partenariat service météorologie et la sécurité civile? Ok, merci beaucoup. Déjà, quand vous parlez des règlements climatiques avec climat, il faut déjà dire que l'impact, c'est l'élévation des températures. Et lorsqu'il y a une température très très élevée, ce qui augmente, ce qui permet l'évaporation de l'eau, des mers, des océans, et ce qui donne beaucoup de précipitations. On va assister à beaucoup de phénomènes d'inondations. Il y aura beaucoup de pluie vers des zones un peu septentrionales, vers le nord, et il y a beaucoup de maladies tropicaux. Donc, à ce moment-là, les populations sont obligées de se déplacer, de se déporter d'un point A vers un point B. Donc ça, c'est du point de vue scientifique. Oui, comme l'a dit le directeur de la formation, je crois que aujourd'hui, les défis climatiques représentent une menace très grave pour la Terre. Et sur ce, la sécurité civile ayant compris cela, nous avons déjà regardé dans la manière dont nous voyons l'évolution du dérèglement climatique
Et cela se fait par les facteurs climatiques, qui ne sont autres que la température, la pluviométrie, l'humidité et la vitesse du vent qui nous sont données souvent par la météo. C'est pour cette raison que nous sommes aujourd'hui déjà en phase de préparation d'un protocole d'accord avec le service de la météorologie de l'Agence nationale de l'aviation civile, pour qu'ensemble nous puissions regarder les intérêts communs afin que les échanges des données, et ces données nous permettront en ce moment-là de faire la prévision afin que nous puissions donner une réponse qui équivaut à la menace qui nous vient aujourd'hui avec le dérèglement climatique. On connaît en une minute, vous savez, la météo, ou sinon la NAC dans sa globalité, fournit à la sécurité civile, trimestriellement et comme au quotidien aussi, un élément très essentiel, ou sinon un document appelé le bulletin météorologique. Ce bulletin météorologique est un élément moteur dans la préparation des unités qui vont l'émergence des phénomènes liés au dérèglement climatique. Donc, M. le moment n'a su que confirmer naturellement l'importance des liens qu'il faut avoir entre la météorologie et la sécurité civile pour véritablement rimer avec la vision actuelle dans la protection des populations, des biens et de l'environnement prônée par le chef de l'État. Donc, nous inscrivons sur cette démarche et nous voulons bien encore rassurer nos partenaires de la NAC et ils seront privilégiés dans notre démarche. Tout a été dit, je pense que pour l'essentiel, il faut aller vers cette politique qui a été amorcée par le commandant de la sécurité civile sous l'impulsion du ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local. Il s'agit d'identifier toutes les structures ou organismes qui concourent aux missions de la sécurité civile et aller vers les partenariats, comme a dit le conseiller à l'administratif et juridique du commandant de la sécurité civile. Tout a été dit. Messieurs, je vous dis merci. Fidèles téléspectateurs, ce plateau consacré au sommet de 3 bassins sous le prisme de la sécurité civile s'achève. Nous avons reçu sur ce plateau 4 invités, tous du commandement de la sécurité civile. Avec eux, on a échangé sur le phénomène croissant et impactant du dérèglement climatique. Nous remercions aussi les partenaires extérieurs de la sécurité civile congolaise qui ont bien voulu contribuer dans la réalisation de ce plateau. Supervision, commandement de la sécurité civile, prise de vue, Georges Massomba, Audrey Moyo, réalisation, Emar Bouka. Merci et bonne suite de programme sur Télé Congo.